Bonjour à tous. Bienvenue pour un nouvel épisode sur la Conve. Je suis Brian. On m'accompagne ce soir, un des acteurs majeurs du championnat, de notre championnat. On va parler de basket puisque c'est un des meilleurs arbitres. Un arbitre qui est passé, qui a arbitré en Euroleague, qui a arbitré la Coupe du Monde, qui a arbitré les JO. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais le laisser lui se présenter. Il s'appelle Marcos Michaelides. En tout cas, Marcos, comme je dis tout le temps, merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter et nous dire un peu ton parcours, comment tu commences le basket, etc. Avec plaisir, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de parler de basket. Et j'ai commencé en Grèce, en fait, parce que je suis né à Chypre, d'un père chypriote, d'une mère suisse, du canton de Vaud, d'Épesse, en fait, plus particulièrement, pas très loin d'ici. Okay. Et puis, j'ai grandi à Athènes, en Grèce, où là, j'ai commencé à jouer. Donc, d'abord joueur. Ensuite, je suis venu pour étudier en Suisse, à l'université de Genève, en tant que professeur d'éducation physique. Okay. Donc, j'ai fait mes études, puis après des études de management de sport. Et puis là, je suis arrivé, d'abord, j'étais quelques mois joueur à Bernin, et très vite, je suis passé à coach. Bernin, c'était quoi, en Ligue B, Ligue A? C'était Ligue A. Il naviguait entre la Ligue A et la Ligue B. D'accord. Mais je n'étais pas un joueur, j'étais le dernier joueur du banc. Donc, tu passes après ça, tu passes à... Je passe à coach. À coach. Plusieurs années, j'étais un des plus jeunes coachs avec Sébastien Roduit, puis maintenant Patrick Pembele à coacher en Liga à l'époque. 24 ans. C'était quelque chose comme ça? Oui, quelque chose comme ça. Et puis, coacher aussi les équipes nationales, beaucoup les équipes jeunesse, avec plusieurs différents joueurs que j'ai eu, que j'ai entraînés, en fait. Dusan Mladjan, la génération des 84. Ok, tu as eu des gros joueurs sous ton ordre, entre guillemets. Un petit peu Thabo aussi. Ok. Oui. Ah, ça, c'est quelque chose qu'on... Donc c'était les bonnes années. Et puis, en 2000, en fait, dans les années 2000, j'étais assistant à Manu Schmidt à Genève. Et puis là, c'est terminé la saison. Et puis, ils m'ont gentiment dit qu'ils n'avaient plus besoin d'assistants. Et puis, à ce moment-là, Philippe Lehmann, qui était responsable de l'arbitrage en Suisse, m'a dit « Mais tu avais commencé à arbitrer ». Parce qu'en fait, j'étais toujours, en tant que coach, j'avais été toujours curieux de comprendre, de connaître le règlement du basket et de me mettre dans la peau, je voulais me mettre dans la peau d'un arbitre pour mon job de coach. C'est-à-dire pour comprendre comment ça marchait. Pour comprendre comment ça marchait, pour comprendre quelle était la psychologie de la vie de l'arbitre, comment il vivait le match. Et donc, j'ai commencé en fait très tôt à arbitrer les catégories jeunesse. En parallèle de ta... De mon job de coach. Okay. De mon job de coach. Ouais. Donc, j'arbitrais les jeunes. Et puis, à ce moment-là, une fois qu'en 2001, ça s'est fini avec les Geneva Devils à l'époque, et bien là, Philippe Lehmann et Eric Bertrand m'ont dit « Mais tu devrais te lancer un peu plus sérieusement dans l'arbitrage maintenant que... » Et puis, de fil en aiguille, je me suis prise au jeu. Et puis, c'est là où j'ai commencé à arbitrer. Et je n'ai pas suivi la carrière, on va dire, le parcours traditionnel d'un arbitre, en étant mini-arbitre, etc. J'ai d'abord été joueur, ensuite coach, pendant vraiment longtemps. Et puis après, je suis passé à arbitre. Avant qu'on s'attarde vraiment, vu que c'est le but de comprendre un peu ou de rentrer dans la tête d'un arbitre, je sais que tu as été assistant de Nikša Babčević en Belgique. Exactement. À Pepinster. À Pepinster. Oui, exactement. J'étais assistant de Nikša parce que je l'avais connu justement à Bernin. Et puis, on avait travaillé ensemble. Et puis, il y avait un spot, parce qu'il a trouvé un job à Pepinster à l'époque. Et puis, il m'a appelé pour être son adjoint. Et puis là, il a formé, on a travaillé avec des jeunes comme Axel Hervel, qui après a joué à Madrid, un des plus grands basketteurs belges. Et Guy Mouya aussi. Et puis j'ai fait une année là-bas. Alors c'était une très belle expérience, malgré les faits qu'on chiffonnait, parce que moi je continuais à arbitrer. Entre deux. Et puis, ouais, je chiffonnais entre moi et lui, parce que
Lui, l'arbitrage, c'est pas sa tasse de thé, quoi, on va dire. Ok, donc tu abandonnes très vite l'idée d'être coach professionnel pour te concentrer sur l'arbitrage. Par la force des choses, parce qu'avec ce qui s'est passé à Genève, c'était un peu... à ce moment-là, j'étais revenu en Suisse, parce que sinon, je serais resté... Parce que j'ai trouvé un job à l'Université de Genève, justement, au service des sports, aux sports universitaires. Et ça, c'était pour moi aussi important, d'avoir quelque chose de stable. Donc, je suis revenu, j'ai repris le coaching en étant assistant. Puis après, ça s'est arrêté. Et puis, c'est à ce moment-là que, comme je t'ai dit, Philippe Lehmann et Eric Bertrand m'ont dit vas-y. Quand Philippe Lehmann et Eric Bertrand te contactent pour que vraiment tu te concentres sur la carrière d'arbitre, tu commences directement en Liga. Évidemment, tu as fait beaucoup d'années avec les jeunes, ou de former, etc. Ou comment est-ce que ça s'est passé à ce moment-là? Je suis allé assez vite, ça c'est vrai. Je n'ai pas commencé tout de suite en Liga, mais je suis allé assez vite. C'était marrant parce que, en fait, mes premiers matchs, j'avais eu un des évaluateurs qui m'avait vu, il m'a dit « Mais tu comprends quelque chose au basket ?» Il m'avait dit tu comprends ce qui se passe sur le terrain? Et puis j'avais le retour des joueurs, des coachs, etc., qui me disaient « Ah, c'est super, tu nous comprends. » Finalement, quelqu'un qui nous comprend. Et puis là, mes 3-4 premières évaluations, alors peut-être que c'était mon placement, peut-être que c'était mes signaux, ma manière, etc. Mais c'était marrant. Alors j'ai eu des débuts un peu, on va dire, compliqués de la part des évaluateurs. Mais après, petit à petit, ça c'est allé assez vite et c'était assez positif. Et puis, voilà. De là, de Marcos, qui est un jeune arbitre talentueux, parce qu'il faut dire ce qui est. Combien d'années ou combien de temps se passe avant que vraiment tu sois considéré comme, voilà, c'est le jeune qui monte, ça va être notre arbitre référence ici en Suisse. Pour ensuite, on va le voir après, tu as fait la Coupe du Monde, tu as arbitré en Euroleague. Comment est-ce que la passerelle se fait? Comment est-ce que la formation ou le chemin parcouru à ce moment-là est fait? Alors, jeune arbitre, je ne l'étais pas, c'est plutôt vieil arbitre, on va dire. J'ai passé mon diplôme ou ma licence d'arbitre international en 2010. J'étais à la limite de l'âge. Ah, il y a un âge limite? Il y avait un âge limite à l'époque qui était 35 ans, 35 ans. Et donc, je l'ai passé à ce moment-là, j'étais vraiment limite pour passer. Comment on y arrive? On y arrive en se fixant des objectifs, en étant passionné, en travaillant dur, en s'entraînant, en regardant des matchs, en ayant envie de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment jouent les équipes, comment font les joueurs, comment coachent les entraîneurs et comment travailler avec ses collègues sur le terrain. Et puis, ça s'est fait un peu comme ça. Tu fais la Coupe du Monde. On va sauter un petit peu pour vraiment rentrer dans ce que je pense que les gens veulent entendre, entre guillemets, parce qu'on est ici pour ça. Tu fais la Coupe du Monde en 2019. Coupe du Monde en 2019, oui. Avec des stars à l'appel. Ça doit être quelque chose de juste incroyable de se dire qu'un jeune arbitre suisse, le disons, on n'est pas ici pour pointer du doigt qui que ce soit, mais voilà, on n'en a pas énormément qui sont top niveau, il faut dire ce qui est. On n'en a pas beaucoup. On en a eu des extraordinaires, effectivement. Pour arriver jusqu'à la Coupe du Monde où c'est le top niveau. Comment tu as vécu cette expérience? Alors, la Coupe du Monde avec l'Eurobasket, parce que j'ai fait l'Eurobasket et j'ai fait l'entre-deux entre l'Espagne, et Marc Gasol et Pau Gasol à l'époque, et la Roumanie. Ça, c'était aussi un des très bons souvenirs. Le Final Four de la Champions League, où j'ai eu la chance d'arbitrer la 3e, 4e place. Et puis après la Coupe du Monde, c'était une grande surprise. J'étais chez un ami à Dubaï quand mon téléphone a sonné et on m'a dit, le convocateur de l'époque m'a dit « You made it to the World Cup ». Alors là, waouh. Je pense que c'est comme pour un joueur, comme pour un coach, un
Une réussite. Une réussite, oui, exactement. Quand on t'appelle, je sais pas, pour représenter, vu qu'on est en Suisse, c'est la native ou quelque chose comme ça doit être juste une fierté aussi, je pense. Ah, c'est sûr, c'est une fierté, c'est une récompense. Tu te dis, toutes ces années que j'ai passées sur les terrains, c'est pas pour rien. Tous les week-ends, toutes les semaines à courir, à s'entretenir, à lire le règlement, à apprendre les règles, à travailler les matchs, voilà quoi. Ça paye. Ouais. Coupe du Monde où tu dis, comme tu l'as si bien dit, les frères Gasol, parmi tant d'autres. Après, on voit que tu fais la passerelle où tu changes un peu puisque tu t'intéresses au 3-3, où on va voir aussi par la suite que tu fais la finale des JO, que c'est juste incroyable. Pourquoi, alors que à ce moment-là, tu es juste au top de ta carrière, je ne dis pas que ce n'est pas le cas maintenant, tu décides un peu de, pas de mettre de côté, mais voilà, de reléguer au deuxième plan le 5-5 international et tu te concentres sur le 3-3. Alors le 3-3, c'était une aventure qui a commencé en 2010. Donc j'ai commencé très tôt aussi le 3-3, qui était méconnu à l'époque, qui a commencé à progresser ces dernières années. Et j'ai fait aussi là-bas vraiment un parcours incroyable. J'étais, on peut dire, un des pionniers en fait dans les arbitres. Et donc j'ai vécu aussi beaucoup de tournois finaux, de World Tour Finals, de Coupe d'Europe, de Championnats du Monde, et des finales, etc. Alors c'est moins médiatisé, moins connu, mais j'ai suivi aussi une forte progression. J'arrive en 2019, j'ai fait beaucoup de sacrifices. C'était beaucoup de temps, beaucoup de voyages en semaine à partir de septembre jusqu'en février. C'est aussi pas facile avec la famille, les enfants. Mon épouse qui est toujours incroyable, qui me soutient dans le basket, bien qu'elle ne s'y intéresse pas trop, et c'est peut-être mieux comme ça. Mais c'était un choix. Et puis je vais dire aussi la vérité. Je pense que je suis arrivé avec la Coupe du Monde je ne sais pas si on peut dire un plafond, mais j'ai réalisé que là, j'ai atteint un niveau qui était difficile de passer plus. À plus, pour le 5-5, ce serait les JO. Et là, j'étais en bien meilleure position pour le 3-3. Donc j'ai dit, tant qu'à faire, je choisis de me concentrer. Un choix stratégique. Oui, c'est un choix stratégique, un choix de prise de conscience aussi je pense, de mon niveau. Et puis, où j'en étais aussi avec le 3-3. Plus un choix aussi familial. D'accord. Après, arriver jusqu'à la Coupe du Monde en 5-5, c'est déjà énorme, évidemment, comme je dis précédemment. Bon, moi, je voudrais savoir ce que ça fait d'arbitrer une finale des JO au 3-3. C'est incroyable. Franchement, c'était un moment très, très émotionnel. Tu te dis, wow, I'm here. Je suis là entre ces athlètes, finale des Jeux Olympiques. C'est vraiment l'endroit et le moment qui est comme dans un rêve. Et ça devient réalité. Tu flippes the coin pour le début du match. Tu es à Tokyo, aux Jeux Olympiques. Ça se passe, ça a été retardé d'une année. Devant des millions de personnes. Tu te dis, voilà quoi. Est-ce qu'on a la boule au ventre comme, je sais pas, nous les joueurs, qu'on a une finale à jouer ou même un match important, avant de commencer, on a la petite boule au ventre, mais c'est là, et puis on est un peu stressé. Est-ce que c'est la même chose pour C'est la boule totale, partout. Et tu te dis, voilà quoi. Tu prends une grande inspiration, puis tu dis, let's go. Et puis, comme dans tous les matchs, je pense, il y a toujours, et je pense, si tu perds cette petite boule au ventre dans n'importe quel match, que ce soit du junior à la finale des Jeux Olympiques, et que tu n'as pas cette petite tension, ce petit stress avant de commencer, là, tu dois en tant que sportif, tu dois te poser des questions. Tu dois dire, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis OK pour ce qui va se passer? Comme je l'ai dit au début, évidemment que en Suisse, en tout cas, on n'a pas besoin de te présenter. Tout le monde sait qui tu es. Tu es un des tops arbitres de ce championnat. Heureusement qu'il y en a pour aider autant nous les joueurs que la fédération, que les jeunes arbitres qui poussent, qui veulent
mener une carrière comme celle que tu as. Je voudrais qu'on se concentre maintenant sur notre championnat. On sait qu'il y a pas mal de dires. Les gens ne connaissent pas forcément la réalité. Donc, c'est aussi pour ça que moi, j'ai créé mon podcast pour permettre à des personnes comme toi de venir partager. C'est vraiment cool d'avoir accepté parce que c'est intéressant et les gens vont pouvoir peut-être s'identifier ou voir comment est-ce que la chose est vécue aussi de l'intérieur d'un arbitre et moi qui suis joueur. Ma première question concernant le basket suisse, l'arbitrage suisse, les joueurs suisses, etc., c'est quelles sont les qualités que devrait avoir un bon arbitre selon toi? Les qualités d'un bon arbitre, que ce soit au basket suisse ou au basket international, c'est de l'humilité, d'abord, premièrement. Tu es au service du jeu, des joueurs, des coachs, des spectateurs. Tu es au service du basket. Et tu dois être là et faire ta part de travail sans vouloir te montrer ou attirer la lumière sur toi, d'une façon ou d'une autre. Donc voilà. Après, la régularité dans tes choix, dans les critères, la compréhension de ce qui se passe sur le terrain sont des points qui sont pour moi importants. Et puis être un bon coéquipier, parce qu'on ne s'imagine pas, mais l'arbitrage à 3, c'est un travail d'équipe. Et tu peux être le meilleur ou le moins bon ou moyen. Si la triplette n'arrive pas à fonctionner, ça cause des turbulences. Et puis, c'est un match réussi ou raté pour tous les 3. Ce n'est pas juste un. Moi, je fais mon travail bon, et moi, j'étais bon et les autres n'étaient pas bons. Non, il ne faut pas penser comme ça. C'est une autre équipe sur le terrain. Est-ce que tous les points que tu viens de mentionner, évidemment, il y a des personnes ou des individus qui l'ont inné ou qui l'ont formé. Moi, si je suis jeune arbitre et j'arrive et je n'ai pas ces qualités-là, est-ce que ça peut se travailler? Est-ce que ça peut changer? Est-ce qu'en Suisse, la fédération, vous les arbitres, vous avez une association, ou je ne sais pas, où vous vous aidez entre vous pour atteindre ces objectifs-là, ou pour atteindre cette humilité, pour atteindre d'être au service des joueurs ou du jeu, etc. etc. C'est comme tout et comme partout. C'est la même chose avec les joueurs dans notre basket suisse, quoi. Il y a ceux qui se rendent compte, qui pour eux, c'est important de progresser, de travailler, de faire ce qu'il faut pour arriver où il faut et de s'entourer, de pouvoir se faire aider. On a des top arbitres. On a le meilleur arbitre suisse en ce moment, Sébastien Kliva, par exemple, qui arbitre des matchs d'Euroleague. Il n'était pas plus tard que la semaine passée à Tel Aviv. Il arbitre des joueurs comme Mike James. Il arbitre des top joueurs du gratin européen. Sa porte est toujours ouverte et on peut lui demander conseil, on peut, et la mienne aussi d'ailleurs, on peut échanger entre nous et puis montrer de l'envie et de la motivation pour apprendre. Est-ce qu'un arbitre ici en Suisse peut vivre de sa passion ou de son métier? Est-ce que c'est un métier à part entière? Est-ce que je te pose une question? Est-ce qu'un joueur peut vivre du basket en Suisse? Il y en a peut-être sur les 100 et quelques qu'il y a dans le championnat, il y en a peut-être 20 qui vivent du basket. Ils peuvent vivre du basket? Ouais. Sur un long terme ou sur un... Long terme, c'est quoi long terme pour toi? Long terme, c'est 5, 6... Moi, je vais prendre mon cas à moi. Ok, le début était compliqué, je ne gagnais pas beaucoup. Je ne dis pas que je gagne des sommes extraordinaires, mais depuis 7-6 ans, je gagne ma vie grâce au basket. J'arrive à souvenir aux besoins de ma famille grâce au basket. Et je pense qu'on est 10, dans mon cas 15. Ce n'est pas énorme, évidemment, mais pour un arbitre. Je ne pense pas, vu le niveau de vie qui est ici en Suisse, je ne pense pas. Je pense que si tu arbitres en Euroleague et que tu as plusieurs matchs d'Euroleague, là, tu peux commencer à être semi-professionnel. 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 Je ne pense pas que tu peux... au niveau suisse, tu peux réussir. Mais par contre, si tu es arbitre européen et que tu habites en Serbie ou en Grèce ou dans un pays de l'Est, alors là, le rapport match, en fait, fille du match et puis coût de la vie est bien différent et là, c'est possible.
D'accord, donc dans les autres pays, excepté la Suisse, disons qu'un arbitre est professionnel. Ici, on est plutôt dans du semi-professionnalisme. Oui. D'accord, maintenant, on va rentrer, là, ça va commencer à piquer un petit peu. C'est des statistiques, c'est pas Brian Colon qui le dit. J'ai rien contre personne, c'est un podcast, on est ici pour parler. Je me dédouane déjà pour pas qu'on me foute en l'air ma carrière. D'accord. C'est les statistiques. Dans les statistiques, j'ai cherché, j'ai trouvé qu'en Suisse, on est le pays où il y a le plus de fautes techniques sifflées parmi tous les autres championnats. C'est sûr. Tu peux chercher. Je te fais confiance. J'avoue que je suis surpris de ça. On a la technique facile. Mais t'as compté quoi de la deuxième ligue cantonale ou... Non, moi, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Mais je voulais juste essayer de comprendre. Voilà, oui. On est exactement là pour ça. Et puis, c'est pour ça que je dis merci vraiment d'être venu parce que ça va être vraiment intéressant. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Nous, les joueurs, on est trop impulsifs ou on parle trop avec les arbitres ou est-ce que parce qu'il y a des joueurs qui sont super calmes, mais ce chiffre-là, il est là. En Suisse, notre championnat, le pays où la technique, la faute technique est plus facile que dans les autres championnats. Il y a... Alors, je demande à vérifier parce que je regarde aussi souvent, très souvent le basket européen et il me semble ça doit être très proche. Je ne pense pas qu'il y a une différence de 20 techniques par week-end en Suisse et 5 en Euroleague. Mais bref, la technique, c'est un moyen d'essayer de contrôler la partie quand c'est nécessaire, quand les limites sont dépassées. La problématique, c'est l'usage de la technique et la psychologie de la faute technique. La psychologie dans le sens, quand est-ce que je dois la mettre? Quelle est la limite que j'accepte en tant qu'arbitre de poser et de décider, maintenant c'est trop, et puis je dois contrôler le match par la technique. Après, il y a la technique quand on est, et ça c'est plutôt chez les jeunes arbitres, quand on est insécure, quand on n'est pas très sûr et on veut montrer de l'autorité, de l'autorité qui est mal placée. Et ça arrive aussi, ça fait partie de l'apprentissage dans la vie d'un arbitre. Des fois on est coincé et puis on est tellement coincé qu'on se dit maintenant, boum, je vais mettre une technique pour montrer que c'est moi qui décide. Alors, c'est pas la bonne approche et on doit faire preuve de beaucoup de psychologie, de compréhension, mais aussi il faut savoir fixer une limite qui soit correcte et juste. Et la problématique, c'est qui et de quel côté tu es. Du côté de l'équipe A, du coach B, de l'équipe B. Oui, pour lui, c'est comme ça. Pour moi, c'est pas comme ça. Et c'est un peu ces préjugés qu'on a sur la faute technique. J'ai peut-être posé la question avant, une question du même genre, mais comment faire pour que chaque arbitre soit au même niveau? C'est-à-dire, pas au même niveau, parce qu'évidemment, il y en aura, comme nous les joueurs, qui sont plus forts que l'autre, oui. Mais au niveau de la tolérance. Comment faire pour qu'un arbitre comprenne à quel moment, OK, maintenant, lui, il a dépassé la limite, c'est une technique, où ça a chauffé, le match est chaud, il faut que je le cadre d'une autre manière. Parce que j'ai comme l'impression, moi, par rapport à mon vécu, qu'il y a des arbitres, par exemple, à qui un regard technique, et d'autres, tu peux vraiment aller lui parler, il va t'expliquer ce que tu as fait de mal. Évidemment, tu dois choisir les moments, tu dois choisir comment parler, tu dois... voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, mais j'ai comme l'impression qu'il y a le top des arbitres en Suisse, qui en a quelques-uns. Et en bas, il y a ceux qui sont, comme tu dis, peut-être insécures, tu ne peux pas leur parler, tu dois faire attention. Comment est-ce qu'on fait pour réguler tout ça, qu'on soit tous peut-être au même niveau? Je pense qu'il n'y a pas de pédagogie, on ne peut pas discuter plus que ça avec peut-être 2 ou 3 arbitres. Sinon, c'est tout de suite les préjugés. Ah, lui m'a cassé les pieds, donc le match d'après aussi, t'es foutu. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette relation-là, peut-être joueur et arbitre ici en Suisse? Ça passe par, premièrement, le travail individuel de chaque arbitre, sa remise en question. Deuxièmement, par le travail du responsable de l'arbitrage et puis de la fédération, des cours par rapport à ça, des explications, de l'entraînement de situations.
pour comprendre comment et quelle est la meilleure approche pour essayer d'être aligné et d'être les mêmes et de gérer d'une façon similaire. C'est des situations tendues dans un match qui nécessitent une explication, une faute technique, un avertissement. Et puis, malheureusement, c'est la même chose que pour les joueurs, de l'expérience. Il faut des matchs, il faut vivre des situations et on passe tous par là. Tu es passé par là aussi comme joueur. Ça fait pas longtemps, j'ai vu le podcast, ce que tu avais fait avec David Ramseyer. Ouais. Et David avait bien expliqué comment il était avec les arbitres. David avait un comportement qu'il regrette un tout petit peu. Il sait que maintenant, aujourd'hui, il fait différemment avec les arbitres. Mmh. Et les arbitres doivent aussi, justement, apprendre de ce qui se passe dans leur match et se poser les bonnes questions et travailler pour trouver la bonne dose. Prenons... allons-y. Prenons, parce que prenons un exemple. Moi, j'ai un arbitre, un exemple réel. Hein. Moi, j'ai un arbitre qui m'a dit pendant un match. Mot pour mot, désolé. Je suis désolé désolé. J'ai un arbitre qui m'a dit, mot pour mot, pendant un match. Moi, en tant que... Je ne suis pas facile, je le sais. Je vais prendre mon cas, moi, parce que c'est mon podcast, je vais parler de moi. Je ne vais pas parler des autres. Je sais que j'aime bien... J'ai besoin de mon jeu de venir parler avec l'arbitre, embêter un petit peu pour me sentir bien. Sans manquer de respect à qui que ce soit. Vraiment un ton poli, évidemment. Attacher les lacets pour se reposer. Par exemple, tu vois, quand je suis un peu mort, c'est ma petite technique. Comment est-ce qu'on fait, moi, en tant que joueur, on me dit, OK, j'ai fait un travail énorme sur moi. Si tu prends 5 années en arrière et maintenant, j'essaie chaque année d'évoluer. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a déjà une étiquette qui est posée ici. Brian Colon est comme ça. Marco Mladjan, vu que c'est mon ami, je vais me permettre de le citer, est comme ça. Donc on va l'arbitrer comme ça. Il n'y a pas d'histoire de match, on n'a pas le droit à changement, vu que tu as déjà une étiquette. Comment moi je fais un arbitre qui me regarde des yeux dans les yeux, qui me dit... faut essayer de comprendre pourquoi il t'a dit... déjà, la première chose, c'est que moi, je trouve ça inadmissible et totalement irrespectueux. Donc, il n'y a pas à parler comme ça. Quoi que la personne en face ait pu nous dire ou ait pu faire. C'est pour moi inexcusable de la part d'un arbitre de faire ça. Après, comme je te dis, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Tu prends ton cas, tu prends Marco. Il faut faire une réflexion sur votre comportement et vos habitudes et dire, OK, peut-être j'aime bien parler, je parle gentiment ou je parle poliment, ça c'est une chose, mais j'arrête pas de parler. Et peut-être à un moment, il faut que je calme le jeu et que je prenne du recul par rapport à ça. Parce que peut-être qu'un arbitre qui s'entend tout le temps dans l'oreille, et ci et ça, et ci et ça, et ci et ça, d'une manière plus ou moins polie de la part des joueurs, au bout d'un moment, il a la soupape qui commence à chauffer et qui commence à exploser. Après, moi je dis toujours pour les équipes et pour les joueurs, quand il y a des situations comme ça et des paroles telles quelles, alors on n'a pas la vidéo, on n'a pas les oreillettes, on n'a pas les écouteurs pour dire c'est l'un, c'est l'autre, etc. etc. Il faut relater la situation. Il faut que le club, que toi, tu relates la situation. Le responsable de l'arbitrage, il est là pour recevoir et écouter ces genres de situations. C'est son travail aussi et c'est son rôle. Et je pense que c'est important qu'il puisse être tenu au courant et je suis sûr qu'il prendra contact avec l'arbitre concerné et qui clarifiera la situation. C'est important. Et moi, je dis, après on pense, oui, si j'envoie la vidéo sur le truc, j'aurai... Non. Le responsable de l'arbitrage, il va prendre la vidéo et il va répondre. Il va dire, c'est une erreur de l'arbitre ou non, effectivement, cette situation a été jugée de manière correcte ou... Et comment on peut faire pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas? Dans les autres pays, on voit que les arbitres ont des micros. Évidemment, bon, tu peux le débrancher à tout moment si tu veux dire quelque chose. Mais rien que pour professionnaliser
la chose ici en Suisse, ou pour avancer un petit peu, ou pour que vous, les arbitres, ou la fédération, elle aille dans le sens un petit peu des joueurs. Parce que moi, j'estime que je fais le nécessaire pour m'améliorer. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais je voudrais aussi qu'on fasse, parce qu'on est les acteurs principaux Oui. du match. Il y a les spectateurs, évidemment, qui viennent voir quelque chose, qui viennent s'amuser, etc. Après, il y a nous. Nous, on doit jouer, mettre des paniers, etc. Et vous devez nous arbitrer. Comment faire pour que ce genre de choses soient réduites? Parce que je ne suis pas le seul. Je sais que je ne suis pas le seul. Comment faire? C'est un grand et long débat sur le Swiss Basket. Tu avais parlé, déjà, on va commencer par les infrastructures. Peut-être qu'on pourrait commencer par améliorer nos salles, nos conditions. Et puis, effectivement, là, on a mis une demi-solution avec l'IRS. Ça peut nous aider dans certaines situations. On a commencé avec ça. Je pense que la prochaine étape, c'est peut-être d'avoir un micro. Et puis, ça reste, après, le grand travail, comme je dis, de chacun, de la commission des arbitres, de la fédération et du responsable des arbitres, d'éduquer, de travailler, de proposer des pistes et des séminaires sur la psychologie, l'attitude, la charte de l'arbitre et le comportement que doit avoir un arbitre. Ça, c'est une chose par rapport à ça. Après, il y a beaucoup de choses que la Fédé doit encore travailler pour qu'on progresse en tant que sport en Suisse. Comme quoi? La première chose, moi je dis les infrastructures. On ne peut pas jouer dans des salles avec 250 lignes, quoi. Mais pourquoi ça influence un arbitre, ça? Mais, je te siffle une sortie alors que tu as marché sur la ligne de handball. T'as tiré à 3 points et puis t'étais sur la ligne de volleyball. Et j'ai dit, ça vaut 2,5. Ouais, c'est vrai. Non, il y a une autre problématique vraiment importante, c'est que... Pas que des problèmes. Non, mais on est ici pour ça, pour éclaircir on est là les pour trucs. Ça, on est là pour ça. Tu habites à Genève? J'habite à Genève, oui. J'ai habité à Zurich pendant quelques années, mais j'habite à Genève. Je sais que tu es ami avec Imad Fatal, qu'on salue, qui est venu ici. Oui. Comment est-ce que tu m'expliques qu'un arbitre, on va prendre les Tessinois parce qu'ils sont beaucoup. Je joue Massagno, je vais au Tessin, je jouais contre Massagno. 2 des 3 arbitres sont des Tessinois qui habitent dans la même ville. Aussi pour toi, quand tu arbitres les Lions de Genève, oui. Tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce qu'on m'explique? Ok, on n'a pas beaucoup des arbitres, mais comment est-ce que c'est possible? Après, pour arbitrer à Genève ou à Lugano ou dans ta ville, on est parti du principe que chacun est neutre et honnête et puis qu'il n'y a pas de quiproquo par rapport à ça. Et moi, je t'avoue, parce qu'on a parlé d'Imad Fatal, oui, j'ai coaché Imad Fatal quand il était au cadet. On a gagné des titres de champion suisse ensemble. Je le connais très bien. Ça ne m'empêche pas personnellement de venir faire le travail. Alors, je pense que ça n'empêche pas les gens de croire, bien sûr, que j'ai un parti pour Genève. Et que les Tessinois pour le Tessin et que les Fribourgeois pour Fribourg. Mais ça n'a jamais été un frein ou un problème. Et personnellement, pour revenir à moi j'ai coaché la moitié des joueurs qui sont en Liga. J'ai coaché Marco Mladjan, j'ai coaché David Ramseyer, j'ai coaché Thabo. J'ai des relations avec... j'ai été assistant de Nick Sabavcevic. Je veux dire, voilà, si on devait se tenir qu'à ça, je ne pourrais pas arbitrer, quoi. Mais tu peux comprendre que ça puisse déranger un petit peu. Je peux comprendre, j'entends. Maintenant, je sais que dans les autres championnats, par exemple à Paris, les arbitres parisiens peuvent arbitrer aussi Paris Basketball ou Nanterre, etc. Il n'y a pas de... Après, ça m'étonnerait que, vu que tu as pris cet exemple, qu'un arbitre qui arbitre à Paris contre telle équipe, après le match, puisse rentrer dans le car avec cette équipe. Non, ça c'est impossible. Par exemple. Et ça si c'est le cas, c'est... Après, c'est rien de mal. Hein. Je vais me dédouaner encore. Je vais pas... On est justement ici pour parler. Donc, il y a Cliva qui va venir aussi. Donc, ça va être vraiment incroyable de l'avoir aussi pour voir son point de vue sur ces choses-là.
comment tu m'expliques qu'au top de ta carrière, tu arbitres en Euroleague, des matchs d'Euroleague, c'est le même cas peut-être pour Kliva. On arrive en Suisse, il y a le match du week-end ou la finale, Fribourg, prenons Fribourg parce qu'ils sont en train de dominer ces 10 dernières années, Fribourg-Genève ou Fribourg-Genève, et que les meilleurs arbitres du pays n'arbitrent pas cette finale-là. Pas tout le monde peut arbitrer. Il y a des arbitrages qui doivent être faits par le responsable de l'arbitrage. Tout le monde veut la finale. Tout le monde pense mériter la finale. Et si je pose la question à toi, tu vas dire que tu aimerais avoir Kliva. Si je pose la question à Bess, il va dire qu'il aimerait avoir Marcos. Si tu poses la question à Petar Aleksic, il va dire qu'il veut avoir Stoichev. C'est difficile d'obtenir un consensus. Après, il y a les disponibilités. J'ose espérer qu'il y a les performances et l'analyse des performances. Et puis après, c'est un choix d'une personne qui doit mettre tout ça dans le chapeau et puis décider qui fait la finale. Et les points, si on prend un tableau et qu'on dit le point 1, c'est censé être la performance. Alors oui, pour moi, c'est censé être la performance. Pour moi, c'est censé être la performance. Après, le juge de la performance, comme je t'ai dit, il est individuel et collectif. Il n'est pas seulement ce que je fais moi sur un match. Ce que fait ma triplette ou la triplette avec qui on est, fait aussi qu'il y a des mélanges où tu t'entends mieux ou moins bien avec certains. Et puis, il faut trouver le bon équilibre. Mais effectivement, ça devrait être la performance. Moi, je suis d'accord avec ça. La performance avec peut-être aussi tes disponibilités, peut-être aussi le fait de donner une chance à quelqu'un qui a fait une bonne saison et qui n'a pas vécu ce niveau-là, parce qu'il faut aussi qu'ils arrivent. Il faut qu'ils aient aussi des opportunités. Un jour, toi, tu J'ai eu une chance. Tu as eu une opportunité. Ouais. On t'a dit, prends la balle, la gonfle dans les mains et mets-nous le panier pour la victoire. Mais j'ai travaillé pour avoir cette opportunité. Ok. Si tu me dis... On espère que l'arbitre en question, qui a eu sa finale, a travaillé aussi. Mais ok, tu me dis, il faut donner la chance. Imagine, tu donnes la chance à un jeune arbitre, et il arbitre une finale et il fait un call où il fout en l'air une équipe où elle ne peut pas gagner à cause de ce call-là. On fait comment? Je veux bien, j'essaie juste de comprendre. Je pose les questions que les gens voudraient avoir. Je comprends aussi. Mais alors que toi, tu es chez toi, meilleur arbitre, toi ou Kliva, vous êtes chez vous en train de regarder le match à la télé. Par exemple, parce que ça arrive. Ça n'empêche pas que Kliva ou moi, ou les meilleurs arbitres mondiaux, auraient pu être sur ce match et faire aussi une erreur. Ça n'empêche pas. C'est pas statistiquement que tu as plus de chances. Oui, il a plus de chances de se tromper. Après, c'est malheureux de le dire, ou ça fait mal au cœur, mais c'est le sport. C'est la nature du sport. Le sport est fait de décisions, d'erreurs, de Coupe du Monde, au football, penalty, pas penalty, qui décide de la Coupe du Monde. Et toi, tu es là, sur le terrain, tu dois prendre une décision dans la seconde. Oui, on espère que 4 fois sur 5, ça va tomber, et ça va pas tomber parce que c'est une décision, que ça soit juste. Et 1 fois sur 5, yes, c'était faux. Et le sport est fait de ça. Et toi, tu t'es retrouvé sur la ligne du lancer franc alors que tu avais 2 lancers francs et que c'était égalité, puis tu as raté les 2, et puis les autres, ils ont marqué derrière. On peut t'en vouloir de dire que tu as perdu le championnat à cause de ça, et c'est quoi? C'est ta faute. Il y a beaucoup de paramètres. C'est des choses qui arrivent. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre arbitrage ici en Suisse, selon toi? Qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce que la fédération vous aide assez pour... Je pense que tu es au courant qu'il y a eu un changement dans la tête de l'arbitrage suisse. Et il y a un nouveau responsable des arbitres. Comme dans les clubs, dans les équipes, il y a un changement de coach. Quand il y a un changement de coach, il y a peut-être un changement de politique, de stratégie, de manière de fonctionner. Et puis, tout le monde doit se remettre dans le rang,
se reposer les bonnes questions et puis travailler d'abord individuellement et ensuite avec ses collègues pour pouvoir s'améliorer. Et demander les outils nécessaires à sa hiérarchie pour y parvenir. Alors, comme dans tout changement, il faut laisser un peu de temps pour voir comment ça va se passer. Il y a eu des arrêts d'arbitres qui n'étaient pas en phase avec ce qui s'est passé. Il y a des nouveaux arbitres qui arrivent. Il faut laisser un peu de temps pour voir comment ça va se passer. Maintenant, chacun doit porter son propre jugement et doit faire les efforts nécessaires pour conduire les matchs comme il faut, avec passion, avec envie, avec détermination de bien faire. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas, enfin je ne sais pas, moi, ça m'est passé par la tête maintenant, pourquoi est-ce que, comme vous le faites avec les entraîneurs, si j'ai bien conscience de la chose chaque début de saison, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire par exemple une fois chaque capitaine de chaque équipe un meeting avec les arbitres pour essayer de se comprendre? Je ne sais pas, je propose ça comme ça. Ce qui se faisait auparavant, c'était qu'en début de saison, je l'ai eu fait et puis ça a été fait. Un arbitre de la région ou du canton passait dans les clubs de Ligue A ou de Ligue B pour expliquer les nouvelles règles. Et il y avait un échange qui était fait. Moi, je pense que ça, c'est une bonne idée et ça pourrait faire partie des choses à faire pour pouvoir avoir cet échange. Après, il faut bien comprendre qu'on ne doit pas rentrer dans le particulier. Parce que souvent, tu vas me dire, je me souviens que le match à Fribourg, j'ai pénétré, j'ai pris 3 fautes sur le bras et puis tu m'as fait un warning pour flopping. C'est scandaleux, c'est pas possible. Et là, si je suis honnête avec moi-même, soit je me souviens de la situation et j'ai une explication à donner, soit on peut pas trouver une solution à cette situation. C'est une situation qui s'est passée. Maintenant, si à chaque match, je mets des techniques pour flopping ou des warnings pour flopping sur chaque joueur de la ligue qui prend 3 coups sur le bras, là, il y a un problème. Et là, c'est quelque chose à discuter. Et souvent, on part dans les problèmes particuliers. Oui, individuel. Chacun on dit, tu m'as sifflé à marcher. Oui, je t'ai sifflé à marcher. Tu veux qu'on fasse quoi avec ça? Et tu ne l'as pas sifflé de l'autre côté du terrain. Alors, OK, si j'en ai sifflé 5 à toi et 0 de l'autre côté, alors qu'il y en avait 5, oui, là, il y a un problème. Il y a un problème de ligne, il y a un problème de cohérence, et ça vaut la peine de discuter. Si sur chaque transition, on contre-attaque, moi, je siffle des antisportives et Cliva, il siffle des fautes normales, là, il y a un souci. Où là, on peut discuter. Et là, est le rôle du responsable de l'arbitrage qui doit venir dire, écoutez, ces situations, s'il vous plaît, quand vous les voyez, traitez-les tous de la même façon. S'il est de face, il joue la balle, mais il fait une mauvaise défense, tu as le droit de faire une faute, quoi. Je veux dire, ce n'est pas interdit de faire une faute. Donc, il faut que... Ça, c'est des sujets de discussion. Ça ne doit pas être individuel ou des petits cas... individuel doit être géré de manière individuelle avec le responsable de l'arbitrage. OK. Sur ce cas que tu viens d'évoquer tout à l'heure, tu dois écrire au responsable de l'arbitrage. Et tu ne dois pas laisser ça flotter, à mon avis. Non, là, c'est trop tard. Là, c'est fini. Puis moi, vu que je commence à parler... enfin, bref. Ça fait combien de temps que tu es arbitre, Marcos? Depuis 2000. On va dire 23 ans bientôt. 23 ans, ouais. En 23 ans de carrière, au top, est-ce que tu as vécu ou tu as vu des choses inavouables dans le basket suisse? On est là ici, sans mentionner de nom évidemment, pour se faire une idée. Moi, j'en ai mentionné 2. Le fait qu'on m'a dit ferme ta gueule, entre autres. Je pense qu'en 20 ans, on a pu voir des choses passer. Alors, des choses j'ai vu des erreurs ou des décisions qui ont pu faire basculer des parties, mais sans avoir le sentiment que c'était intentionnel. Ça, pour moi, j'ai jamais vu. Je le classe plus dans le fait d'une mauvaise décision. Tu l'as jamais vu ou tu veux pas le voir?
Non, non. Alors, je ne l'ai jamais vu. Je veux qu'on me prouve et qu'on me montre de A à Z qu'il y avait une mauvaise intention. Ça je le crois pas, quoi. Ça, je le crois pas. Ça fait 50 minutes qu'on discute. Marcos, je pense qu'on a fait le tour. On avait une petite série de questions un peu décalées, mais je pense que le sujet c'était tellement intéressant je vais passer ça. Maintenant, je voudrais que tu prennes vraiment le temps qu'il te faut pour passer un message pour nous les joueurs, pour les jeunes qui rêvent. La semaine passée, il y a 2 semaines, j'ai eu un match à Genève et puis un jeune arbitre qui était dans la salle, qui arbitre en Ligue B, qui m'a dit voilà, je suis ton podcast et puis je veux vraiment faire de l'arbitrage mon métier. Pour tous ces jeunes qui sont autour du basket, qui veulent peut-être devenir arbitre, qui veulent peut-être devenir basketteur professionnel ou joueur, quel serait ce message de Marcos qui a été joueur, qui a été entraîneur, qui a fait les Jeux Olympiques, qui a fait la Coupe du Monde, qui a arbitré en Euroleague, qui a une expérience juste incroyable pour nous tous? Il serait quoi ce message? Alors, ça serait jouez à fond pour votre passion, pour tout ce que vous faites. Mettez-vous à 100% dedans, donnez-vous toutes les chances et croyez en vous pour que votre rêve ou ce que vous voyez, dream big, ce que vous voyez vraiment devant vous et que ça vous tient à cœur, ça devienne réalité. Croyez-y, travaillez pour ça. Soyez humble, mais soyez aussi très confiant en vous-même, quoi. Ça, c'est très important. Il faut croire en soi-même, avec l'humilité, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Pour l'arbitrage, si je peux dire, soyez au service du jeu. Soyez humble et puis travaillez aussi. Travaillez. La dernière question, la personne que tu voudrais voir assise à ta place, là, ce serait qui? La personne... À part Cliva, vu qu'il vient déjà, il nous a dit qu'il va venir. J'aimerais bien voir à ma place le meilleur joueur de basket du monde, selon moi. C'est qui? Earvin Magic Johnson. Je suis un Laker fan et pour moi, Earvin Magic Johnson, il représente le basket total. C'était un coéquipier et un joueur qui faisait briller tous les autres et qui était scoreur, rebondeur, défenseur. Il faisait tout. Et... Bon, on espère qu'un jour, on ne sait jamais. Si tu arrives à faire venir Earvin Magic Johnson. En tout cas, Marcos, merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. Je pense que le podcast ou cet épisode va être très regardé parce que les gens attendaient ça. Et puis, je pense que j'ai posé des questions pertinentes pour savoir ou comprendre aussi la tête d'un arbitre, d'un des meilleurs arbitres du pays, tout simplement. Donc voilà, c'était encore une fois un épisode de la conf. Comme je vous dis tout le temps, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter pour nous aider à augmenter notre communauté. Bye!